La ville mexicaine de Guadalajara n'aura pas porté chance au léopard de la République démocratique du Congo, contrairement au précédent passage de mars dernier. Les Congolais se sont inclinés devant la Colombie sur la note d'1-0 dans la nuit du mardi au mercredi 24 juin. Dans un groupe devenu plus compliqué après la large victoire du Portugal contre l'Ouzbékistan, la RDC s'est devait d'éviter un faux pas pour conserver ses chances de qualification. Après un début de match intense, marqué notamment par une frappe lointaine d'Edo Kaimbe, les Cafeteros ont progressivement pris le contrôle de deux bas. Solide derrière, la défense congolaise a résisté face aux offensives colombiennes avant qu'un Lionel passe impérial dans le but grâce à plusieurs arrêts décisifs. La première période s'est achevée sur un score nul et vierge de 0 but partout sous les encouragements des supporters congolais présents dans les tribunes, parmi lesquels l'animateur Lumumba Veya. Au retour de vestiaire, la Colombie garde la maîtrise du jeu malgré les ajustements de Sébastien Desabre avec les entrées de Simon Banza, Noah Sadiki, Charles Piquel et Joris Kaimbe. La pression colombienne finit par payer dans les derniers quarts d'heure. Daniel Munoz ouvre les scores sur une frappe déviée par Steve Capoadi. Poussé à réagir, les Léopards tentent de revenir mais manquent d'efficacité offensive. La RDC vite même une aggravation du score après 2 buts refusés à Luis Diaz pour hors-jeu. Au terme d'un combat intense, la Colombie s'impose et valide sa qualification pour les 16e de finale. La RDC, de son côté, garde encore son destin à main et devra impérativement battre l'Ouzbékistan ce samedi 27 juin 2026 pour poursuivre son aventure dans la compétition. La République démocratique du Congo s'est inclinée sur les scores de 1-0 face à la Colombie lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde. Une rencontre disputée mais insuffisante pour les Léopards. Ils n'ont pas réussi à reproduire la performance de leur premier match. Après la rencontre, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a tenu à encourager ses joueurs. Il a salué leur engagement malgré la défaite et les a invités à rester forts et concentré pour la suite de la compétition. Il a également insisté sur la nécessité d'aborder le match prochain avec courage et ambition, en rappelant qu'il faudra prendre des risques, le match nul n'étant pas suffisant. Ça a été un match difficile pour nous. On est tombé contre une belle équipe de la Colombie qui nous a été supérieure dans beaucoup de compartiments du jeu. Mes joueurs, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. On s'est, comme à notre habitude, battu sur le terrain pour essayer de faire un résultat. Mais ce soir, ce n'a pas été le cas. Donc il faut récupérer, se reconcentrer sur le match qui arrive, qui est très important pour nous. On va déjà bien récupérer, ça c'est important parce que voilà, le match va arriver assez vite. Après, on a joué donc les deux, on va dire, favoris de notre poule, le 5e mondial qui est le Portugal, le 12e mondial qui est la Colombie. Donc on prend aussi beaucoup d'expérience à notre niveau, c'est notre première Coupe du Monde et puis, comme vous l'avez dit, il faudra prendre des risques parce que le match nul ne sera pas suffisant. Donc, ça sera un match où il y aura une autre approche, car on devra prendre un peu plus des risques que sur les deux premiers. Mais voilà, donc nous, de toute manière, on sait avec quel objectif on est venu dans cette Coupe du Monde. Donc le dernier match sera bien sûr décisif pour nous et c'est déjà une bonne chose. Du côté des supporters congolais, la déception est perceptible. Beaucoup estiment que les joueurs n'ont pas reproduit le niveau affiché lors de leur premier match, avec une prestation jugée en dessous des attentes. Il faut noter que la RDC disputera son dernier match de la phase de groupe le 28 juin à 0h30 heure locale face à l'Ouzbékistan. Une rencontre déjà décisive pour la suite de son parcours dans la compétition.
Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacques Meshabani, a effectué une visite d'inspection à l'entrepôt central de la police nationale congolaise. Cette mission de terrain avait pour objectif de vérifier la disponibilité, l'état et la qualité des équipements destinés aux forces de l'ordre avant leur distribution à travers le pays. Accueilli par les responsables de la hiérarchie policière, le patron de la sécurité intérieure a parcouru plusieurs espaces de stockage où sont conservés les matériels récemment acquis dans le cadre du programme gouvernemental de renforcement des capacités de la PNC. Cette visite lui a permis de s'assurer que les équipements répondent aux normes requises et que toutes les dispositions logistiques sont prises pour leur acheminement vers les différentes unités de police. Parmi les matériels inspectés figurent des tenues de service, des équipements de protection individuelle, ainsi que des dispositifs destinés au maintien et au rétablissement de l'ordre public. Ces équipements seront progressivement distribués aux policiers déployés dans les différentes provinces du pays afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité sur le terrain. Selon le ministre de l'Intérieur, cette nouvelle dotation constitue une étape importante dans le processus de professionnalisation et de modernisation de la police nationale congolaise. Elle vise notamment à permettre aux agents de remplir leurs missions dans de meilleures conditions, tout en renforçant leurs capacités d'intervention face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la période 2026-2030. Adoptée par le gouvernement, cette feuille de route prévoit plusieurs réformes destinées à transformer en profondeur l'institution policière. Les objectifs poursuivis portent notamment sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration des équipements, le renforcement de la formation des agents, l'accroissement des capacités opérationnelles et l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des policiers. Il faut souligner qu'à travers cette démarche, les autorités congolaises réaffirment leur volonté de bâtir une police républicaine, moderne et efficace, capable de répondre aux attentes des citoyens en matière de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens. Le gouvernement attend ainsi renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national et consolider le climat de paix indispensable au développement du pays. La visite du vice-premier ministre Jacques Meshabani témoigne l'engagement de pouvoir public à s'assurer un suivi rigoureux des renforcements engagés dans les secteurs de la sécurité, considéré comme l'un des piliers essentiels de la stabilité et de la gouvernance en République démocratique du Congo. Il a été question de toutes les manifestations dites pacifiques qui ont jalonné ce mois de juin, le 3 juin et le 12 juin. La loi nous autorise, nous de la CNDH, d'enquêter tout ce qu'il y a eu autour de ces manifestations, qui sont des libertés, une des libertés fondamentales, mais que l'on doit mener dans un climat apaisé et surtout pas dans un climat d'incitation à la violence ou à de haine qu'on ne peut pas qualifier. Alors voilà pourquoi, fort de cette dérogation spéciale constitutionnelle et au niveau des instruments internationaux dévolus à la CNDH, nous sommes en train de mener une enquête qui pourra d'ici là être concluante par rapport aux responsabilités des uns et des autres. La durée, nous avons vu ce que nous avons pu observer le 12 juin. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne sommes pas une ONG, une ASBEL, nous sommes une institution qui a une voix très forte, consultative au niveau de Genève et au niveau de New York,
auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité à New York. Tous attendent notre rapport et là, il faut vérifier le fait. Nous avons les déclarations des uns et des autres et nous allons tout vérifier. Mais déjà, vous m'avez vu sur terrain, je fais libérer certaines personnes au niveau des amigos, et mieux au niveau liés des privations des libertés dans les sous-SIAT. Et j'ai dû découvrir qu'il y avait aussi quelqu'un que l'on avait présenté comme étant mort. Mais alors qu'en réalité, la personne avait reçu une pierre, s'est affadie et en même temps emmenée à l'hôpital. Et cette personne est vivante. Alors, le deuxième dont on entend beaucoup parler, nous continuons à chercher et son identification, puisque nous ne l'avons jamais retrouvé, avec tous les acteurs de cette tragédie, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu de l'énervement, il y a eu de jets de pierre, il y a eu même l'usage des armes blanches. Voilà, nous sommes en train de rétablir le fait. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a présidé ce mercredi 24 juin 2026 à Kinshasa une réunion de concertation avec les représentants de l'opposition, de la majorité politique et de la société civile. Les échanges ont porté sur la question de la sécurité des citoyens lors de manifestations publiques à quelques jours d'une marche annoncée par l'opposition. Le ministre a appelé les organisateurs à la responsabilité, déconseillant la tenue de la marche dans certaines zones sensibles, notamment la commune de la Gombe, afin de préserver la vie et l'intégrité physique des manifestants. Il a également insisté sur la nécessité de prévenir toute violence lors des rassemblements. Nous apprenons que dans le cadre des manifestations à venir, dont celle prévue le 8 juillet, il y aura atteinte à des vies humaines des participants. Et cela sera fait pour qu'on puisse les mettre sur la responsabilité des agents publics. En clair, ce sont les organisations de la manifestation eux-mêmes qui s'apprêtent à créer ces forfaits pour après les mettre sur la responsabilité des agents publics. Et nous dénonçons cela parce que pour nous, ministère des droits humains, les droits de chaque Congolais comptent. Nous avons relevé également que in tempore non suspecto, la commune de la Gombe avait été déclarée zone neutre. Rien à voir avec les manifestations actuelles, mais c'était pour des raisons de sécurité. Et le ministère des droits humains se donne le devoir de dénoncer cela, parce que les personnes humaines qui pourraient participer à ces manifestations méritent d'être protégées. Concernant les revendications politiques, Samuel Bemba Kabouya a estimé que la demande de démission du chef de l'État n'est pas fondée, rappelant les cadres institutionnels en vigueur. Les participants ont, de leur côté, proposé la mise en place d'un cadre formel de dialogue permanent pour aborder ce type de questions et renforcer la concertation démocratique. Autant pour l'alignement, l'État va prendre ses responsabilités. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bomba Lobaki, a reçu dans la nuit du mercredi 24 juin 2026, et avant le match RDC-Colombie, le leader de la force du progrès. L'autorité urbaine de Kinshasa n'a pas mis des gants pour interpeller ses interlocuteurs sur le respect strict de l'autorité de l'État, mais aussi sur l'ordre au sein de la force du progrès, structure affiliée à la Ligue de jeunes de l'IDPS Tshisekedi. Vous n'êtes pas là pour se substituer à l'État. Mais c'est quoi cette histoire? Ici, même si ce n'est pas vous qui êtes représenté, c'est comme leader, mais derrière ce mouvement, il y a maintenant n'importe quoi. Et si je parle avec vous en tant que leader, parce que
C'est vous qui êtes censé encadrer ces mouvements. Durant près d'une heure, le premier citoyen de la ville de Kinshasa leur a à maintes reprises demandé de mettre fin à leurs égaux pour promouvoir une gestion plus stable et coordonnée de la force du progrès afin de mettre fin à l'infiltration et à la commission d'actes infractionnels, mais aussi et surtout de s'aligner derrière les idéaux de non-violence portés par les pères fondateurs de l'UDPS Tshisekedi. Force du progrès est un mouvement, je ne dirais pas informel. C'est un mouvement formel affilié à l'Union des jeunes de l'UDPS, n'est-ce pas? L'UDPS est un parti qui incarne des valeurs. Est-ce que vraiment on peut se regarder encore tout le mouvement à la vie pour incarner des valeurs que prêche l'UDPS? Non. Bozo Pesa, honneur T. Il y a lutte au bino de l'aki. Bozo Pesa, honneur T. Il y a parti na bino au porter le pouvoir. Bozo Pesa, honneur T, na autorité en boka. Bozo Pesa, honneur T, na autorité suprême. Qui est le chef de l'État. Jusqu'à voir des images comme virales. Une personne sortie de je ne sais où qui parle au nom de ce mouvement défiant l'autorité municipale. C'est une honte. Je ne sais pas pourquoi ça ne vous dérange pas. Vous vous dites leader de ce mouvement. Qu'est-ce que vous faites tant que vous dérive aux autres? Le mouvement est venu à qui organise l'élection, vous se structurez, vous avez une hiérarchie. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Et aujourd'hui, n'importe qui, parce que je me permets de parler comme ça pour vous responsabiliser. Vous avez porté un combat. Aujourd'hui, tout ce qui est autour de vous, il faut au niveau de ça pour la encadrer, on va comprendre le sens. Et puis tout le monde nous dit zéro. C'est la dérive maintenant. Autant que vous avez kiosque, au Samisaka, au Sénara Tiké, au Kamara, au Beta. Mais c'est inadmissible de pouvoir avoir une dépense, bien travailler contre la population. Quand on est leader de l'Alexandrie, et leadership porté par l'UDPS, ils ont leadership où était changement, ils ont leadership où était progrès, où était coach la population à l'aise. Donc, le même nom bête, tout ça va défi et belle en beaucoup. Au Mougonzamboka, biso toujours porté, à ce moment au jour au lendemain où les différentes autorités se battent là-dessus. Moi, je dis toujours lettre à 52 pages, où il y a eu des hauts parlementaires pour Marawan. Si les gens en actualité, donc ça, les gens, souvenez-vous se comporter. Avant de clore son speech, celui que les Quinois appellent affectueusement le bulldozer a annoncé une nouvelle rencontre avec les leaders de la force du progrès à qui il a demandé de formuler des propositions susceptibles de permettre à leur mouvement de bénéficier d'un accompagnement de la ville-province de Kinshasa. On a un schéma autour de ça. On a un schéma qui est sa fierté. Le mouvement de Bino, tu sa fierté, la partie de l'histoire, tu sa fierté. On compte beaucoup autour de ça. Avant, c'est maintenant ici là. Si vous avez mis prêt, vous avez mis une proposition concrète pour vous avancer. La drépanocytose, une maladie héréditaire qui fait beaucoup de victimes en Afrique suite à l'ignorance et l'absence de prise en charge appropriée. Une question qui a retenu l'attention du député national Antoine Tabala et l'a porté à l'Assemblée nationale pour enfin recevoir l'approbation de la majorité des élus du peuple. La proposition de loi sur la protection des drépanocytaires est adoptée à l'Assemblée nationale, mais l'on reconnaît également l'implication active de la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, pour sa lutte. J'ai rédigé un plaidoyer déposé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, afin d'appuyer la politique nationale de lutte contre cette pathologie. Parmi les initiatives que je propose, l'on peut énumérer les suivantes. L'intégration d'une mesure de sensibilisation à la drépanocytose dans le programme scolaire afin d'alerter nos enfants sur les conséquences de cette maladie. Le dépistage néonatal, la sensibilisation et le dépistage de masse et le développement d'un registre national de drépanocytaires. Le renforcement des capacités des centres existants et la mise en place d'un centre de coordination en vue de la prise en charge nationale de la drépanocytose.
La mise en place d'une subvention de la prise en charge de drépanocytaires et pourquoi pas la réduction, voire la suppression des taxes d'importation douanières sur les produits pharmaceutiques indispensables à la prise en charge des drépanocytaires. L'organisation des états généraux sur la drépanocytose qui détermineront l'état de la maladie dans notre pays. La création d'un fonds mondial dédié à la recherche et la lutte. Ces initiatives n'ont pas pour prétention de résoudre toutes les problématiques autour de la drépanocytose, mais je pense qu'elles pourront au moins contribuer à bouger les lignes et pourquoi pas arrêter la progression incontrôlée de cette maladie. Vous êtes malade drépanocytaire. Je sais combien c'est difficile tous les jours. Vous êtes parent d'un drépanocytaire. Je comprends votre peine de voir un des vôtres souffrir atrocement sans que vous n'ayez la possibilité d'aider. Cette peine est encore accentuée parce que vous êtes à bout des ressources financières. Seulement, je vous rassure, tout n'est pas perdu. L'espoir d'un meilleur avenir est permis. Pour freiner la propagation de la drépanocytose en République démocratique du Congo, la proposition de loi prévoit les dépistages précoces dès la naissance, avant les mariages, l'accès gratuit des soins de santé de qualité ainsi que la protection des drépanocytaires en milieu scolaire, universitaire et professionnel. Après l'adoption de la proposition de loi et vote, il sera question de la promulgation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez que la RDC est le troisième pays au monde le plus touché par la drépanocytose après l'Inde et le Nigeria. Le dossier opposant le collège Saint-Joseph-Elikia à certains parents continue de susciter des réactions. Après la diffusion d'une interview mettant en cause les responsables de cet établissement, son recteur, l'abbé Dieudonné Kambilou, a décidé de faire entendre sa version des faits par les billets de Maître Willy Wenga, avocat de toutes les écoles conventionnées catholiques. Dans son intervention, Maître Willy Wenga a réfuté plusieurs affirmations relayées dans l'interview. Abordant l'aspect judiciaire du dossier, l'avocat a rappelé que l'affaire demeure pendante devant les tribunaux d'épée de Kinshasa-Gombe. Il a estimé que les commentaires publics formulés autour de cette procédure risqueraient d'influencer l'opinion avant que la justice ne se prononce. L'opinion devra savoir que ce qui a lieu au collège Saint-Joseph-Elikia n'a été qu'un incident entre enfants mineurs, tous moins de 13 ans, qui, entre eux, comme ça arrive dans beaucoup d'écoles, sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés, ça qu'il y ait mort d'homme, ça qu'il y ait blessure. Et aujourd'hui, un dossier qui est scolaire, un dossier qui devait se traiter entre parents, entre l'école et les parents dans le cadre de la discipline, étant entendu que l'enquête scolaire continue, pour savoir dans ces groupes quel enfant a fait quoi, qui a porté la main sur l'autre, qui aurait blessé qui que ce soit parmi les enfants. C'est curieux que ça fait objet aujourd'hui d'un dossier en justice. Qu'est-ce qui nous reste encore si dans les écoles, pour chaque incident de discipline, chaque parent pouvait amener les enseignants devant la justice? Qu'est-ce qui reste encore dans l'éducation si à chaque instant que les enfants soient mal entendus, le parent ou le parent contre les formateurs, les éducateurs doivent être en justice. Pire encore, lorsque le dossier est devant la justice, les avocats que nous sommes sont interdits de faire des commentaires sur les dossiers en cours. Il y a lieu que les avocats se rappellent de cette réglementation professionnelle qui leur interdit de commenter les procès dans le média au risque d'influencer. Bref, ce n'est pas devant le média que les avocats doivent plaider. Les avocats ne plaident pas devant le média. Les avocats ne se défendent pas devant le média. Si la justice est saisie d'une affaire, d'une cause, entre les parents et les écoles, par exemple, c'est un droit légitime, il n'est pas bon que les avocats consultés ou constitués en fassent une publicité comme si c'était une question politique. C'est voilà pourquoi le collège Elikia, son recteur, l'abbé Kambilou, désapprouve les images
suivies dans la télévision et qui parlent du procès en cours. Les images suivies dans la télévision et qui caricaturent l'école, caricaturent les enseignants, caricaturent le chef d'établissement. Le père de l'élève qui a été violenté par ses collègues ayant usé d'un droit légitime de saisir la justice, ainsi que les avocats, mes confrères, qui l'accompagnent, n'ont qu'à laisser à la justice, au regard de faits qu'ils vont déposer devant celle-ci, de dire la vérité par rapport à ce qui a eu lieu entre parents et d'établir les responsabilités. Effectivement, là où la responsabilité, il faut l'établir, mais il ne faut pas pousser la justice à travers les médias à constater la vérité qui n'est pas vraie. Maître Willy Wenga a par ailleurs soutenu qu'aucun élève n'a été exclu du collège Saint-Joseph Elikia à la suite de l'incident évoqué. Tous les élèves de la classe concernée, y compris celui au centre de la controverse, ont régulièrement pris part aux épreuves, a-t-il ajouté. Nous invitons tous les parents, à travers les écoles conventionnées catholiques, tous les parents, à travers les écoles en général, toutes les autorités à ouvrir l'œil et les bons, parce que si la loi a établi la responsabilité des instituteurs vis-à-vis des enfants, c'est parce qu'on sait que les enfants peuvent causer entre eux des dommages ou peuvent causer des dommages à autrui pendant qu'ils sont sous la garde des enseignants. Mais que cela arrive, ça ne doit pas créer une inimitié entre le parent et l'école, une inimitié entre les parents entre eux, une inimitié entre les élèves entre eux, et surtout que et les parents et les élèves et l'école doivent continuer les routes ensemble, celle de former les enfants, celle de laisser les enfants se former, et celle de laisser les enseignants continuer à former les enfants. Le collège Elikia, c'était une ancienne institution scolaire qui a formé plus d'un cadre, plus d'un haut cadre. Ce n'est pas un lieu de banditisme. Ce n'est pas un lieu où se cachent les bandits. Ce n'est pas un lieu où les formateurs sont de voyous ou sont des personnes distraites. Non. C'est un collège qui se respecte. Les responsables sont de prêtres qui se respectent. Et partant, il y a lieu de laisser les vilipender du fait d'un incident entre les enfants. À ce jour, contrairement à ce qui a été diffusé, aucun élève n'a été chassé du collège Elikia. Même celui qui est supposé avoir filmé et qui n'a pas été identifié n'a pas été chassé de l'école, renvoyé de l'école. Tous les élèves ont passé leur examen de TENASOS, qu'ils préparaient d'ailleurs. Même l'élève qui était supposé avoir été battu ou a fait objet de malentendus entre lui et ses amis, lui aussi, sur invitation de l'abbé recteur, a passé aussi son examen de TENASOS. Il est venu accompagné du père. Ici de noter que les dossiers restent désormais suspendus aux conclusions des instances compétentes. Nous ouvrons cette édition avec les principaux titres de l'actualité. L'intersyndicale de l'administration urbaine de Kinshasa a appelé ses membres à déclencher une grève générale et sèche à partir de ce mercredi 24 juin 2026 sur toute l'étendue de la capitale de la RDC. Selon la tempête des tropiques, le mouvement syndical a pris cette décision après l'échec des négociations avec l'exécutif urbain et les non-respects, on croit les syndicalistes, de promesses faites aux agents et cadres de leur juridiction, fait savoir ces tabloïds. Toujours à Kinshasa, la prospérité annonce la suspension des missions mixtes de la régulation routière. D'après les tabloïds, la décision du gouvernement provincial intervient après un avis transmis à l'issue des consultations et des vérifications concernant l'activité des agents de la mission sur les terrains.
Poursuivons cette revue de presse avec la référence plus qui dénonce les comportements de membres de force du progrès. Pour ces journaux, la multiplication des incidents impliquant le membre de ces mouvements de jeunes associés à l'UDPS Tshisekedi suscite de plus en plus d'inquiétude au sein de l'opinion publique congolaise. Réforme constitutionnelle, l'Union sacrée accuse la Cinco de subversion. Dans une déclaration relayée par Forum des As, l'Union sacrée dit avoir suivi avec indignation le propos tenu par certains évêques catholiques au nom de la Cinco. La majorité présidentielle condamne fermement cette prise de position qu'elle considère comme une tentative d'ingérence dans les débats politiques nationaux. Pour sa part, les quotidiens La Tempête des Tropiques, à travers l'analyse d'un expert, développe l'idée selon laquelle les récentes déclarations des évêques outragent le rôle traditionnel d'arbitre moral de l'Église en s'assimilant à un acteur politique. Et pour boucler la boucle, dialogue national en RDC, Tshisekedi écarte Kabila et l'AFC en 23. Selon Congo Nouveau, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, propose une approche différente de celle défendue par l'Angola pour résoudre les crises politiques et sécuritaires qui secouent la RDC. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, le chef de l'État congolais a transmis aux autorités angolaises une contre-proposition au projet de dialogue inclusif initié par son homologue angolais. Fin de cette revue de presse. Merci.